C'est toi le sujet de notre adoration. Car tu es le Dieu qui est très digne de louange. Merci Seigneur. Seigneur, nous voulons te recommander ce séminaire sur ce thème, la Bible et notre santé. Seigneur, nous avons commencé ce séminaire depuis le lundi. Et nous voici encore dans ta maison pour la 3e journée. Ce séminaire combien important. Oh Dieu, tu veux que nous soyons en bonne santé et que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Merci Seigneur. Bénis la soirée, cette soirée. Bénis ton serviteur, le docteur Grace Ntima, qui va exposer sur l'hypertension artérielle et comment prévenir ces complications. Bénis chaque détail de cette réunion. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons encore une fois proclamer la sonnerie de Jésus-Christ. Nous voulons confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Nous voulons confesser qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle par sa mort à la croix. Nous confessons que Jésus-Christ est monté au ciel. Il est assis à la droite du trône de Dieu, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, et au-dessus de tout nom qu'on peut nommer, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. C'est en son nom que nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Voilà, nous vous souhaitons la bienvenue à cette 3e soirée de notre séminaire sur ce thème, la Bible et votre santé. La Bible et votre santé. Le premier jour, j'ai ouvert ce séminaire par ce sous-thème, les lois sanitaires dans la Bible. Oui, il y a des lois dans la Bible qui sont exclusivement sanitaires et hygiéniques dans la parole de Dieu. Et nous l'avons vu cela. Le souci de Dieu était d'éloigner la maladie du milieu de son peuple. Amen. Lui-même, il veillait et le peuple avait aussi sa responsabilité. Les Israélites, chaque Israélite avait été responsable parce que nous pouvons, nous aussi, nous-mêmes, être l'objet, provoquer une maladie lorsque nous n'observons pas les règles d'hygiène. Amen. Dans bien de choses, Dieu a sa responsabilité. Dieu a promis, je éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais ce n'est pas parce que Dieu a dit que je éloignerai la maladie du milieu de vous que nous devons nous comporter n'importe comment. Amen. Nous avons une responsabilité, nous, des choses à faire pour que nous soyons en bonne santé. Amen. Et nous avons vu quelques-unes de ces règles, par exemple les lavements de mains. Nous avons vu que le peuple d'Israël était en avance par rapport aux autres peuples. C'est juste vers le 19e siècle, le début 20e siècle, que même en médecine, les scientifiques, les médecins sont arrivés à reconnaître l'importance de laver les mains. Amen. Amen. C'est Dieu qui a ordonné ça à son peuple. Et hier, nous avons vu aussi les lois sur les ordures, tout ce qui est déchets, tout ce que vous connaissez bien, les ordures, la saleté et les saletés, et les ordures qui sortent du corps de l'homme, les excréments, que ce soit les excréments des animaux. Et Dieu a demandé aux enfants d'Israël, nous avons vu ça hier, d'avoir un instrument, surtout lorsqu'on est en déplacement, avoir un instrument. Lorsque vous voulez vous soulager, il faut faire un trou. Et après, mettre vos excréments dans le trou, et après, il faut couvrir cela. Et c'est pour éviter les bactéries,
lorsqu'il pleut, et puis on peut éviter beaucoup de maladies comme la dysenterie amibienne et la typhoïde, qui est reconnue comme la maladie des mains sales. Alors aujourd'hui, j'aimerais donner tout le temps à notre orateur, Dr Ntima. Alors, mais bien avant cela, nous voulons saluer, est-ce qu'il y a des personnes qui sont au milieu de nous pour la toute première fois? Vous êtes là pour la toute première fois. Si vous êtes là, levez tout simplement là où vous êtes. Nous allons vous accueillir au nom de Jésus. Si vous êtes là pour la toute première fois, levez-vous là où vous êtes. Et nous voulons vous saluer dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je voulais saluer aussi et présenter à l'Église l'épouse du docteur Christian Mouteba, qui a exposé hier sur la peau, l'hygiène et santé. Alors, maman Odette, je la vois là-bas, elle peut se lever. Voilà, c'est l'épouse du docteur Christian Mouteba. Je vous demande, maman, de vous déplacer, venez vous asseoir ici. Où est ma place là-bas? Vous êtes en honneur. Alléluia. Ok, maman Odette, elle s'appelle maman Odette. Si vous ne la voyez pas, parce qu'elle va à l'extension de l'arche de l'Alliance qui est à Makala. Voilà. Je l'ai dit hier de suivre son mari. Il est là, il est dans le ministère caché. Voilà. Et nous voulons accueillir l'orateur de ce soir. Il est membre de cette assemblée. Il est cardiologue. Il est un fils de la KDC. Il a donné sa vie dans les assemblées de Dieu à KDC, puis il a rejoint notre église. C'est Dr Grace Ntima. Il peut se lever, nous voulons l'accueillir. Nous demandons aussi à son épouse de se lever. Maman, lève-toi. Vous êtes les bienvenus. Et docteur, que Dieu vous bénisse. Il y a un micro. Donne-moi le micro. Shalom l'Église du Seigneur. Je m'appelle Dr Ntima, comme le pasteur l'a dit. Je ne serai entré dans le vif de cette présentation sans dire merci au pasteur Landou pour cette opportunité qu'il nous a accordée de vous sensibiliser sur l'hypertension artérielle et dans le cadre de notre séminaire, la Bible et notre santé. Sans plus tarder, c'est la première diapo. J'ai inséré cette diapo. Je vais essayer de parler en termes plus simples. Je vais essayer, tant que possible, éviter d'utiliser les concepts scientifiques, parfois qui posent problème de compréhension. Alors, sans plus tarder, cette première diapo, je l'ai introduite juste en fait pour montrer que l'hypertension, c'est une maladie qu'on retrouve partout à travers le monde. Et sur cette diapo également, nous voyons certains facteurs également qui favorisent l'hypertension artérielle. Alors, la seconde diapo, c'est juste un avant-goût pour montrer que l'hypertension artérielle, toute hypertension artérielle n'a pas la même gravité. Donc, lorsqu'en fait quelqu'un est hypertendu et qu'il a une tension allant de 140 à 159 pour ce que nous appelons la systole, c'est-à-dire les chiffres qui sont au-dessus, et par ailleurs, concernant les chiffres qui sont en dessous, allant de 90 à 99, il s'agit d'une hypertension artérielle légère. Donc, juste pour vous montrer,
en fait, toute élévation des chiffres tensionnels, dont en fait, n'ont pas la même gravité. Et d'autre part également, pour vous présenter, là nous voyons bien que, contrairement à ce que certaines personnes disent, avoir une tension à 132, 135, 138, c'est une tension normale. C'est faux. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas hypertendu, mais lorsque votre tension déjà va de 130 à 139, il ne s'agit pas d'une tension artérielle normale, mais par contre, c'est une tension artérielle normale haute. Donc, par rapport à ça, déjà, vous courez le risque en fait de faire une vraie hypertension artérielle. Alors, qu'est-ce qui a motivé les choix que nous avons portés sur ces sujets? C'est son épidémiologie. En fait, chacun de nous présents dans la salle peut témoigner. Dans nos différentes familles, il y a beaucoup de gens qui sont hypertendus, n'est-ce pas? Non seulement sont hypertendus, nous avons également déploré beaucoup de décès dans nos familles à cause de l'hypertension artérielle, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai, les données que je vais présenter ici, ce ne sont pas les données de la RDC, ce sont les données de la France. Mais franchement, la situation est plus catastrophique en RDC qu'en France. Alors, ce qu'il faut savoir d'abord, l'hypertension artérielle, c'est un problème majeur de santé publique. Ça veut dire tout simplement que beaucoup de gens, non seulement en RDC, mais à travers le monde, beaucoup de gens sont hypertendus. Ça, c'est un. Et deuxièmement, lorsque nous parlons de l'hypertension artérielle, c'est-à-dire lorsque la tension s'élève, l'hypertension artérielle, il y a ce qu'on appelle l'hypertension essentielle et l'hypertension secondaire. Ça veut dire quoi? Tout le monde qui présente l'hypertension artérielle, tous ne présentent pas les mêmes types d'hypertension artérielle. Certaines personnes ont l'hypertension artérielle, mais leur hypertension artérielle est essentielle. D'autres, par contre, qui ont l'hypertension, ils ont une hypertension qu'on appelle secondaire. La différence, c'est à quel niveau? Parce qu'il faut expliciter quoi, pour une bonne compréhension. L'hypertension artérielle essentielle, c'est une hypertension qui est génétique, qui est héréditaire. Par contre, l'hypertension artérielle secondaire, c'est une hypertension qui est en fait dans l'organisme, dans les corps de la personne. La personne a une maladie et cette maladie qui fait élever la tension. Donc ça veut dire en d'autres termes, lorsqu'on identifie la maladie, on la soigne, l'hypertension, ça disparaît. Alors par contre, la première forme de l'hypertension artérielle qu'on appelle l'hypertension artérielle essentielle, autrement dit héréditaire ou génétique, dans ces cas, en fait, la personne n'a pas vraiment une maladie vraie qui donne l'hypertension artérielle. En fait, c'est quelque chose qu'il a hérité de ses parents. Généralement, dans sa famille, il y a ses parents, ses grands-parents sont hypertendus et ces derniers ont transmis l'hypertension à la personne. Donc, l'hypertension artérielle, tout le monde n'a pas les mêmes types de l'hypertension artérielle. Certains ont l'hypertension artérielle essentielle ou héréditaire. D'autres ont l'hypertension artérielle secondaire. Mais en termes de pourcentage, 90% des personnes victimes de l'hypertension ont l'hypertension artérielle essentielle, c'est-à-dire héréditaire. C'est-à-dire une hypertension, en fait, qu'il a hérité de ses parents, qu'il a hérité de ses oncles. Ça va? Alors, ce qu'il faut également signaler en matière d'hypertension artérielle, les nombres de gens qui sont touchés par l'hypertension artérielle, nous appelons ça la fréquence ou la prévalence de l'hypertension augmente avec l'âge. Ça veut dire quoi? Si vous considérez des groupes d'individus, des groupes, des tranches d'âge, vous considérez une tranche d'âge à l'âge de 30 à 50 ans, et d'autre part, vous considérez également un autre groupe d'individus dont l'âge va de 60 à 80 ans, on va se rendre compte dans le deuxième groupe, la fréquence de l'hypertension artérielle, où le nombre de gens qui présentent l'hypertension artérielle est importante. Donc nous disons, l'hypertension artérielle, sa fréquence augmente avec l'âge. Alors, une information également qu'il faut apporter, l'hypertension artérielle, elle est plus fréquente, elle est plus grave chez les Noirs que chez les Blancs. Et sûrement, beaucoup de gens vont se poser la question, mais docteur, mais pourquoi? Et tout simplement, nous avons certaines habitudes de vie, notamment la consommation excessive de sel,
de sodium. Ok? Donc, quand vous consommez beaucoup de sel, beaucoup de mungwa, ça fait élever la tension artérielle. Alors, d'autre part également, nous avons une anomalie génétique qui est particulière aux noirs. C'est-à-dire, les noirs éliminent mal les sodium au niveau de leurs reins. Une information, lorsque vous consommez du sel, ok? Parce que dans les aliments, nous mettons du sel. Lorsque vous consommez du sel, après que le sel ait fait son travail, il faut que le sel soit éliminé. Alors, ce qui est bizarre chez le noir, le sel, au lieu d'être éliminé au niveau des reins, le sel est réabsorbé, c'est-à-dire ça rentre dans les corps. Donc, quand le sel rentre dans les corps, la conséquence également appelle de l'eau. Et quand l'eau augmente, la conséquence, la quantité d'eau qui rentre dans les cœurs, ça augmente. Et la conséquence également, les quantités d'eau qui sortent dans les corps, ça augmente. Parce que l'hypertension artérielle, en termes mathématiques, nous disons, c'est le débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire périphérique. En d'autres termes, c'est la quantité du sang éjectée par les cœurs à chaque minute multipliée par la résistance qu'oppose les tuyaux à travers lesquels coule le sang. Donc, cette multiplication, c'est ce qui donne l'hypertension artérielle. Donc, chaque fois lorsque la quantité du sang qui est éjecté par les cœurs augmente, la conséquence, la tension également va augmenter. Donc, quand vous consommez le sel apporte de l'eau, attire l'eau, et la quantité du sang qui rentre dans le cœur, ça augmente. La conséquence, la quantité du sang qui sort du cœur également, ça augmente, et ce qui augmente la tension. Alors, en termes d'épidémiologie, nous avons dit tantôt, ce sont en fait les données françaises. Donc, en France, donc l'hypertension artérielle, en fait, occasionne. D'abord, l'hypertension artérielle, sa prévalence, donc 12 000 personnes, 12 millions de personnes sont touchées par l'hypertension artérielle, et c'est là par an. Donc, chaque année en France, 12 millions de personnes font l'hypertension artérielle. Donc, comme je l'ai dit tantôt, la situation chez nous est plus grave. Parce que nous, d'abord, nous avons les mauvaises habitudes de vie. Premièrement, nous consommons beaucoup de sel. Et puis également, nous avons une certaine inactivité physique. Vous savez, il y a une culture en Europe. Les Blancs, ils ont l'habitude, quel que soit l'âge, de faire l'activité physique, ne serait-ce que la marche d'endurance. J'étais en France, vous n'allez pas me croire. Donc, vous verrez même dans les rues des personnes de plus de 80 ans, de plus de 70 ans, qui marchent, donc qui font des marches de santé. Donc, ils ont une certaine culture. Ils consomment moins les sel, et puis également, ils ont l'habitude de faire la marche de santé. Donc, en fait, 12 millions de personnes en France font l'hypertension artérielle. La situation, elle est grave chez nous. C'est vrai, pour avoir de telles données, il faut de grandes études qui demandent beaucoup d'argent. Donc chez nous, effectivement, il n'existe presque pas d'études qui peuvent nous renseigner sur la fréquence exacte de l'hypertension dans la population congolaise. Mais néanmoins, les observations empiriques, ce que nous voyons dans nos familles, ce que nous voyons également dans nos hôpitaux, même dans les services de cardiologie dans les différents hôpitaux, montrent que l'hypertension est plus fréquente. Dans nos familles, comme vous le savez, comme je l'ai dit tantôt, beaucoup de gens sont hypertendus. Et quand vous considérez les services de cardiologie ou de travail aux cliniques universitaires, presque tout le monde admis dans ces services à l'hypertension artérielle. Donc on peut dire, l'hypertension artérielle, elle est de loin plus fréquente ici en RDC qu'en Europe. Une autre information concernant les décès, en France toujours, l'hypertension occasionne 7 millions de décès par an, donc disons dans le monde entier. Si vous considérez les gens qui sont décédés des suites des complications de l'hypertension artérielle, c'est autour de 7 millions de personnes. C'est un peu pour vous dire que l'hypertension, c'est une maladie qui est plus grave que la Covid-19. Donc 7 millions de personnes dans le monde meurent de l'hypertension artérielle. Et je peux encore me répéter, la situation est plus grave chez nous ici. Ici, la mortalité liée à l'hypertension, elle est catastrophique, elle est épidémique. J'ai dit, non seulement, il y a beaucoup de gens dans nos services de cardiologie, non seulement dans nos familles, il y a beaucoup de gens qui font l'hypertension artérielle, mais également, même dans nos services, vous verrez, la plupart des gens qui décèdent, ils ont l'hypertension artérielle.
L'hypertension, lorsqu'on en parle, ça paraît comme une maladie bénigne, une petite maladie. Et pourtant, c'est une maladie qui est grave par des complications qu'elle peut entraîner. Donc, ce qui tue, ce n'est pas directement l'hypertension, mais ce sont ces complications qui donnent la mort. Alors, une étude également a été faite aux États-Unis d'Amérique. Donc, cette étude a montré que l'hypertension augmente les risques de survenir des maladies cardiovasculaires. Donc, l'hypertension artérielle, quelqu'un qui a une hypertension artérielle, comparé à celui qui n'a pas l'hypertension artérielle, les risques de faire les maladies cardiovasculaires, les risques de faire un AVC, les risques de faire une crise cardiaque, de faire une mort subite, les risques de faire une insuffisance rénale, ces risques sont plus importants quand vous avez l'hypertension artérielle, comparé à celui qui n'a pas l'hypertension artérielle. En fait, cette étude réalisée aux États-Unis a montré que l'hypertension artérielle multiplie par 3 les risques de cardiopathie ischémique. Quand nous parlons de la cardiopathie ischémique, la forme la plus aiguë, c'est l'infarctus du myocarde. Il arrive parfois au cours de l'hypertension artérielle, parce que l'hypertension, c'est un facteur majeur des dépôts de cholestérol au niveau de la couche la plus interne des artères. Je veux dire quoi? Au décours d'une poussée hypertensive, lorsque la tension s'élève au niveau de la couche la plus interne, qu'est-ce qui se passe? L'hypertension peut occasionner une plaie à ce niveau-là. Et au travers de cette plaie, les cholestérols peuvent entrer dans la paroi de l'artère. Une artère, c'est tout simplement un tuyau qui amène du sang, parmi les tuyaux qui amènent du sang dans les corps. Donc l'hypertension, lorsque la tension s'élève, ça peut occasionner une plaie au niveau de la couche la plus interne. Et cette plaie-là, à travers cette plaie, les cholestérols peuvent y pénétrer. Et à la longue, au fur et à mesure que la graisse pénètre à travers cette plaie, et la graisse finira par boucher cette artère. Okay? Cette obstruction de l'artère, de ces tuyaux qui amènent du sang, ça peut se faire au niveau du cerveau. Et là, vous développez ce qu'on appelle un AVC ischémique. Vous avez déjà entendu des gens, il a fait un AVC. Donc tout simplement, il y a 2 types d'AVC. L'AVC ischémique et l'AVC hémorragique. L'hypertension peut entraîner un AVC ischémique, c'est-à-dire en favorisant les dépôts de graisse dans la couche la plus interne. Et quand nous avons dit, quand ces dépôts se fait au niveau du cerveau, on fait l'AVC ischémique. Bien entendu, ces dépôts peuvent se faire également au niveau du cœur. Et là, ça donne la cardiopathie ischémique. Ok? C'était juste pour faire comprendre qu'est la cardiopathie ischémique. Et ces dépôts peuvent se faire également au niveau des reins. Et là, ça donne une insuffisance rénale. Donc nous disons, l'hypertension, d'après l'étude américaine, multiplie par 3 les risques des cardiopathies ischémiques. Donc quelqu'un qui fait l'hypertension artérielle, comparé à celui qui n'en a pas, celui qui a l'hypertension, les risques de faire cette cardiopathie ischémique est multiplié par 3. L'hypertension également multiplie aussi par 3 les risques de la claudication intermittente. Nous avons dit que l'hypertension, c'est un facteur majeur qui favorise les dépôts, la pénétration des cholestérols au niveau de la paroi des tuyaux qui amènent du sang dans les corps. Donc, comme nous avons dit, ces dépôts peuvent se faire au niveau de membres inférieurs. Donc, ce qui va empêcher au sang d'arriver au niveau des parties distales, des parties les plus basses. Et généralement, c'est que cette complication, à la longue, si elle n'est pas bien prise en charge, cette maladie, ça s'appelle les artérites des membres inférieurs. À la longue, les traitements, ça peut conduire vers l'amputation. Nous avons dit également, l'hypertension augmente par 5 les risques de l'insuffisance cardiaque. Nous avons dit tantôt les cœurs qui se trouvent dans la cage thoracique. Le rôle du cœur, c'est de pomper le sang vers les différents organes. Parce qu'en fait, il faut que le sang arrive au niveau des différents organes, n'est-ce pas? Alors, le cœur se comporte comme une pompe. Il pompe le sang vers les différentes parties du corps. Okay? La quantité du sang qui est pompé par le cœur par minute, c'est ce que nous appelons en médecine les débits cardiaques. Alors, l'hypertension peut favoriser l'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire quoi? Peut occasionner une baisse de la quantité du sang qui est injectée par le cœur. Cette maladie également, c'est une maladie qui est potentiellement mortelle. Alors, l'hypertension multiplie par 8 les risques de faire l'AVC. Donc, si vous avez l'hypertension artérielle, il faut se dire si la prise en charge n'est pas bien assurée, si la prise en charge n'est pas bien faite. Comparé à une personne qui n'est pas hypertendue, vous avez 8 fois plus les risques de faire l'AVC
comparé à celui qui n'a pas l'hypertension artérielle. Donc, c'est une maladie qui est méchante, une maladie qui est meurtrière. Alors, nous avons dit tantôt que l'hypertension artérielle, il y en avait des deux types. Vous avez l'hypertension essentielle qui est héréditaire. Vous avez également l'hypertension qui est secondaire. L'hypertension essentielle, en fait, et ça ne se guérit pas. Parce qu'en fait, le but c'est quoi? Ça ne se guérit pas. Dans l'hypertension essentielle, nous cherchons tout simplement à normaliser la tension, à baisser la tension qui était élevée. Parce qu'en fait, les risques de faire les complications de l'hypertension est lié entre autres à l'augmentation de la tension. Donc si vous avez tout le temps des tensions très élevées, donc là, vous courez les risques de présenter les complications liées à l'hypertension artérielle. Donc, le but du traitement, nous avons dit, entre autres, c'est de normaliser la tension. Alors, l'hypertension artérielle essentielle, nous avons dit, la cause, elle est génétique. Donc, la personne, en fait, ce sont les parents, les grands-parents qui transmettent cette maladie à la descendance. Donc, l'objectif dans ces cas, lorsque nous soignons quelqu'un qui a l'hypertension artérielle, l'objectif, c'est tout simplement de faire en sorte que la personne ait des tensions normales, de façon à prévenir, de façon à éviter les complications de l'hypertension artérielle. Donc l'hypertension, elle est de deux types, l'hypertension essentielle ou héréditaire ou génétique et l'hypertension secondaire. L'hypertension secondaire, quand vous considérez tous les patients hypertendus, toutes les personnes touchées par l'hypertension, nous avons dit, ça représente 10%. 90% des gens font l'hypertension essentielle. L'hypertension secondaire, nous avons dit, c'est une maladie qui est dans les corps. C'est-à-dire, lorsqu'on découvre la maladie, on la soigne, l'hypertension, ça disparaît. Donc là, nous allons parler de l'hypertension artérielle secondaire. Il faut que vous ayez également une idée sur ça. Alors, l'hypertension secondaire, généralement, ça survient chez les jeunes, dont les jeunes de moins de 30 ans. Donc, une hypertension qui apparaît, quand est-ce qu'il faut suspecter l'hypertension artérielle? Quand vous avez dit que voilà, cette sœur, c'est frère à l'hypertension artérielle secondaire. Donc, il a une maladie dans son corps qui donne l'hypertension. Lorsque l'hypertension dans sa vie est apparue avant 30 ans. Ok? Bien entendu, il y a des cas également qui sortent de l'ordinaire, qui font également exception. L'hypertension peut également apparaître, secondaire peut apparaître à l'âge de 60 ans. Ok? Généralement, c'est une hypertension qui est survenue depuis longtemps, mais méconnue. Ok? Alors, c'est ainsi qu'actuellement, lorsque nous soignons même dans nos hôpitaux une hypertension artérielle, donc tout cas d'hypertension, a priori, elle est secondaire. Donc nous cherchons d'abord à exclure une cause secondaire. Nous cherchons d'abord à identifier une maladie dans les corps qui donne l'hypertension. Si cette maladie est découverte, et là nous allons traiter. Et si jamais, au bout de notre recherche étiologique, on ne trouve pas une cause, et la personne a un certain âge, on dit que sûrement, il a l'hypertension artérielle essentielle. Ajoutant à cela, lorsque surtout la personne vous dit que dans la famille, il y a beaucoup de gens qui sont hypertendus. Là, ça vient réconforter ce diagnostic de l'hypertension artérielle essentielle. Alors, nous suspectons l'hypertension secondaire, celle qui survient souvent chez les jeunes. Nous suspectons également l'hypertension secondaire si quelqu'un qui n'est pas hypertendu, d'emblée chez lui, il présente des maux de tête ou des vertiges, ou un saignement au niveau des nez. D'emblée, on prélève la tension, il est jeune, mais il a une tension à 220. Donc une hypertension d'emblée sévère. Donc généralement, c'est aussi secondaire. Alors, nous suspectons aussi une hypertension artérielle. Il se peut qu'on soigne un papa, on donne des médicaments, suffisamment de médicaments, mais en dépit de tous les médicaments qu'on donne, il garde des tensions très élevées. Donc c'est ce que nous appelons une hypertension artérielle résistante. Donc lorsqu'on est en face également de cette forme d'hypertension, on se dit probablement il faut éliminer, il faut rechercher une cause secondaire. Alors, nous avons dit qu'il y a des pathologies qui donnent l'hypertension artérielle secondaire. Ok? Généralement, quand une jeune dame vous dit que non, docteur, voilà, j'ai 5 enfants et du coup, j'ai décidé de ne plus faire des enfants. Et par rapport à ça, je prends des pilules contraceptives. Donc, des pilules contraceptives également peuvent occasionner l'hypertension artérielle. Des gens qui prennent des corticoïdes. Docteur, voilà, on m'a trouvé des douleurs au niveau des genoux. On m'a prescrit des corticoïdes.
corticoïdes comme hydrocortisone, comme les cortensiles, des médicaments comme ça. Ces médicaments également élèvent la tension. Et l'hypertension artérielle également, on le suspecte devant un jeune qui dit, docteur, on m'a trouvé une tension élevée, mais curieusement, chaque fois lorsque la tension s'élève, docteur, j'ai des maux de tête et parfois j'ai transpiré, j'ai des douleurs abdominales. Quand vous êtes devant des signes, un tableau comme celui-ci, il faut suspecter une hypertension artérielle secondaire. Alors, nous avons dit, il y a des maladies qui donnent cette hypertension artérielle. Hein? Il y a, au niveau du cœur, vous avez ce que nous appelons la l'hypertension artérielle parce que ça sécrète des grandes quantités de catécholamines. Les catécholamines, ce sont des substances, bien sûr, qui élèvent la tension. Okay. En fait, il y a beaucoup de... Même au niveau des reins, il y a des gens qui te disent que docteur, nous, dans la famille, tout le temps, on fait des maladies rénales. Vous faites l'échographie cardiaque, il y a beaucoup de tumeurs au niveau des reins, c'est ce que nous appelons la polykystose rénale. Ça donne également l'hypertension artérielle. Il y a des gens également qu'on reçoit à l'hôpital, un jeune qui fait une hypertension artérielle, chez qui la tension monte, mais curieusement on dit ça va, on fait l'échographie cardiaque, on peut découvrir une sténose, un rétrécissement de la lumière des artères qui amènent, des tuyaux qui amènent du sang au niveau des reins. Cette maladie également, qu'on appelle la sténose des artères rénales, peut donner l'hypertension artérielle aussi secondaire. Alors, nous avons dit ce que vous devez noter, parce qu'en fait, tout le monde n'a pas cette faveur d'être consulté par un cardiologue, quoi. Ok? Et surtout pas ceux qui sont par les médecins qui sont à l'Arche de l'Alliance. Il arrivera, certaines personnes seront consultées par les médecins qui sont dans d'autres hôpitaux, qui ne sont pas de notre église. Alors, ce qu'il faut apporter comme information, les traitements de l'hypertension artérielle, nous avons dit pour éviter les complications, il faut soigner l'hypertension artérielle. Donc, lorsqu'on soigne l'hypertension artérielle, si j'avais vous consulter un médecin, ok? Donc, il faut exiger à ce que les traitements, si vous êtes hypertendu, ne se limitent pas au traitement de l'hypertension artérielle. Dis, docteur, je suis hypertendu, mais essaie un peu de voir, est-ce que je n'ai pas un diabète? Est-ce que je n'ai pas un excès de cholestérol? Ok? Donc, l'hypertension artérielle, les traitements ne se limitent pas seulement à baisser les chiffres tensionnels par des mesures générales ou par des médicaments, mais également, lorsqu'on soigne l'hypertension artérielle, ok, il faut également chercher d'autres facteurs de risque, ok, qui donnent des complications comme l'hypertension artérielle. Donc, il faut se poser la question, est-ce que la personne ne fume-t-elle pas? Il faut voir, donc on ne doit pas se résumer à soigner l'hypertension, il faut voir aussi si la personne fume. Dans ces cas, il faut demander à ce que la personne arrête de fumer, ok. Il faut également voir, est-ce que la personne n'a pas un diabète, comme j'ai dit tantôt, soigner le diabète. La personne n'a pas une obésité abdominale, il faut soigner également l'obésité abdominale. Donc, bref, dans les traitements, lorsque nous, à l'hôpital, on soigne l'hypertension artérielle, on ne se limite pas à soigner l'hypertension artérielle, nous soignons également les autres facteurs de risque. Donc, si jamais vous êtes hypertendu, vous consultez un médecin, il faut peut-être rappeler le médecin, si jamais, s'il a oublié, qu'il tienne également compte des autres facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, la prise en charge, il faut qu'elle soit globale. Et puis également, il y a la consommation excessive également de l'alcool. C'est vrai, cela ne concerne pas les enfants de Dieu comme le pasteur, il est mieux placé pour le témoigner. Nous devons nous abstenir de l'alcool, ok? Parce qu'en fait, ça peut nous pousser à l'exagération. Et puis également, en prenant de l'alcool, on peut finalement devenir une pierre d'achoppement pour les autres. C'est vrai, l'alcool, ça porte de l'alcool qui est bénéfique pour le corps. Mais l'alcool, en fait, on peut en consommer autrement. Par exemple, tout ça en prenant des maïs. Les maïs contiennent de l'alcool.
Alors, ce qu'il faut dire, le plus important également, en tant qu'enfant de Dieu, j'ai dit tantôt, tout le monde n'a pas la chance d'aller à l'hôpital pour se faire dépister l'hypertension artérielle. Ok? Au regard des complications qui sont potentiellement mortelles, chacun de nous doit être à mesure de poser les diagnostics. Chacun de nous doit être à mesure de dire que voilà, tiens, ma mère est devenue hypertendue, mon père est devenu hypertendu, mon frère est devenu hypertendu, ou ma soeur est devenue hypertendue. Alors, comment reconnaître que la personne est hypertendue? Ok? Alors, une information d'abord, avant d'entrer dans les vifs également de ces sous-points. L'hypertension artérielle, souvent, elle est asymptomatique. Vous voyez, c'est une maladie qui est méchante, quoi. C'est mieux qu'elle s'exprime. Comme ça, on sait la découvrir et la soigner. Ok? Mais malheureusement, souvent, elle est asymptomatique, quoi. C'est une maladie qui se cache. Ok? Et ce qui est malheureux, plus d'une fois, nous avons été surpris à l'hôpital. Hein? On vous amène quelqu'un, voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Oh non, voilà, il a fait un AVC, vous faites un scanner. Le scanner confirme que la personne a fait un AVC. Parfois, la personne est en coma, parfois, il présente une paralysie. Mais curieusement, quand vous prélevez la tension, une tension à 280, votre papa est hypertendu? Oh non, il n'est pas hypertendu. Ok? C'est malheureux que l'hypertension, c'est malheureux qu'il y ait une complication et révèle l'hypertension. Et c'est là, c'est souvent chez nous ici, parce que les gens n'ont pas cette culture de consulter les médecins. Ok? Parfois, ils sont surpris par des complications. On l'amène à l'hôpital, il a du mal à respirer. Vous réalisez que voilà, les pieds sont gonflés, les ventres sont gonflés, il a de l'eau dans le poumon. Pour tension à 220. Est-ce qu'il est hypertendu? Il n'est pas hypertendu. Ok? Nous avons dit l'hypertension, elle est souvent asymptomatique, mais étant donné que c'est une maladie qui est méchante, elle est meurtrière, la prudence oblige, il faut de temps en temps se prélever la tension. Ok? Il ne faut jamais se gêner à la tension. Allez dans un dispensaire, prélèvement à la tension, allez même dans un centre médical, prélevez la tension. Si vous avez un tensiomètre, vous avez quelqu'un qui fait l'hypertension, n'hésitez pas de solliciter, de demander ce tensiomètre pour prélever la tension. Au risque d'être surpris, au risque que votre hypertension soit révélée par une complication. Alors, nous avons dit souvent, elle est asymptomatique. Mais si elle doit se manifester, malheureusement également, les manifestations, les signes, ok, par lesquels cette maladie, les manifestations par lesquelles cette maladie s'est traduite, ces manifestations, ces symptômes ne sont pas spécifiques. Donc c'est bizarre comme ça, quelqu'un qui présente les manifestations de l'hypertension, qui présente certaines manifestations, pour que ces manifestations soient liées à l'hypertension. Quelqu'un peut avoir des maux de tête. Comment savoir que c'est l'hypertension artérielle? C'est difficile, parce qu'on peut avoir des maux de tête, parce qu'on fait un paludisme, surtout que les paludismes sont fréquents également chez nous. Okay? On peut avoir des maux de tête pour avoir mal dormi. Parfois l'hypertension se manifeste par des sensations de vertige. Okay? Quelqu'un qui a mal passé la nuit, comme j'ai dit, qui a mal dormi. Quelqu'un qui fait la malaria aussi peut avoir des vertiges. L'hypertension peut se manifester également par ce que nous appelons en médecine l'épistaxis, donc les saignements au niveau des nez. Et là également, il y a à boire et à manger par rapport à l'étiologie. Vous savez, quelqu'un qui a une petite rhinite également, cette rhinite peut se manifester également par un saignement au niveau du nez pastaire. Donc l'hypertension, les signes, les manifestations ne sont pas spécifiques. C'est-à-dire, les manifestations de l'hypertension, on ne les retrouve pas seulement au cours de cette maladie. Donc beaucoup de pathologies également présentent les signes, présentent les symptômes, présentent les manifestations comme l'hypertension artérielle. D'où encore l'intérêt pour de temps en temps se dépister. Et surtout si vous n'êtes pas connu hypertendu, il faut de temps en temps qu'on vous prenne la tension artérielle. Alors, comment mesurer la tension artérielle? Parce qu'on se dit que de temps en temps, il faut se faire dépister la tension artérielle. Comment prélever la tension artérielle? Parce qu'en fait, également, une information que je dois apporter à l'église dédiée. Toute élévation de la tension n'est pas une hypertension. Ok? Ah non, voilà, on va trouver une tension élevée, tout ça dans un dispensaire. On vous bombarde des médicaments. Ce n'est pas le cas. Toute élévation de la tension n'est pas l'hypertension artérielle. Mais quelqu'un, lorsqu'il est exposé à un stress, une situation stressante, peut élever également sa tension sans que la personne soit hypertendue. Ok? D'où, en fait, il y a des conditions pour prélever de façon fiable la tension artérielle. Quelles sont ces conditions? Quelqu'un, si vous voulez prélever la tension artérielle à la maison, ou quelqu'un vient à ce que vous puissiez lui prélever la tension,
il faut laisser la personne se reposer pendant 5 à 10 minutes. Ok? De façon à les déstresser, comme on dit. Il faut déstresser la personne. Laissez-les se reposer pendant 5 à 10 minutes. Ce qui arrive souvent, quelqu'un, tout ça, qui a fait des courses toute la journée, et dans la soirée, il rentre à la maison. Ah, mon papa, voilà, je vais vérifier comme préalable si je suis hypertendu. Mais non, il ne faut pas espérer d'avoir des chiffres fiables. Parce que vous avez fait des courses toute la journée, quoi. Ok? Ces faits peuvent occasionner une hausse de la tension alors que vous ne l'êtes pas. Ok? Donc, en fait, c'est quoi? Il faut, pour prélever la tension, nous avons dit qu'il faut se dépister. C'est une maladie grave. Mais si jamais vous vous rendez dans un centre médical, vous avez dans un dispensaire, attention, dit à l'infirmier, laissez-moi me reposer au moins pendant 10 minutes avant de me prélever la tension. Ok? Même pour ceux qui sont hypertendus. Ok? Tu es hypertendu, vous prenez bien les médicaments. Mais quand vous présentez là dans un dispensaire, dans un centre, pour qu'on vous prélève la tension, si ils n'ont pas pris la précaution de vous laisser vous reposer pendant au moins 10 minutes, même si vos médicaments sont efficaces, c'est-à-dire vous donnent de bonnes tensions, mais vous serez surpris parfois d'avoir des tensions élevées, alors que vous avez des tensions normales, alors que vos médicaments sont efficaces. Donc la précaution pour prélever la tension à la maison, si vous voulez vous dépister, il faut s'y reposer pendant au moins 10 minutes. À part ça également, dans les 15 minutes suivant la prise de la tension, il faut se rassurer que vous n'avez pas pris du café. Ok? Il faut se rassurer que vous n'avez pas pris du café. Il faut se rassurer que vous n'avez pas pris du tabac. Ok? Quelqu'un, non, mais prenez-moi un peu la tension. Il faut laisser la personne se reposer pendant au moins 10 minutes au moins. Ok? Mais est-ce que vous avez pris de l'alcool dans les 15 minutes ayant précédé cette prise de la tension? Est-ce que vous avez fumé un peu? Ok? Donc, pour prélever la tension, observez un repos au moins de 10 minutes. Il faut également s'assurer que non, la personne n'a pas pris de l'alcool, la personne n'a pas pris du café ni du tabac dans les 15 minutes ayant précédé le prélèvement de la tension. Ok? On doit se dépister, mais respecter ces conditions pour avoir plus de chances d'avoir des chiffres fiables. Ok? Donc, sois prudent dans les dispensaires, dans les centres médicaux, quand on vous amène, même dans un grand hôpital, veillez à ce que les repos soient respectés avant qu'on vous prélève la tension artérielle. Ok? Nous avons été, un jour, j'ai été appelé aux urgences des cliniques universitaires de Kinshasa, on amène une maman, pour aussitôt arriver, on prélève la tension, c'est à 20D. Et l'assistant, il était tellement agité, il bombarde des médicaments antihypertenseurs. La maman était basculée en choc. La tension qui était baissée jusqu'à 6. Donc voilà. Donc la prudence, il faut laisser la personne se reposer pendant au moins 10 minutes. Vous devez vous reposer pendant au moins 10 minutes avant de prélever la tension. Alors, quels sont les chiffres à partir desquels on peut dire que voilà, la maman est hypertendue ou le papa est hypertendu? Attention, si vous n'êtes pas hypertendu, ok, on ne se base pas sur un seul prélèvement pour dire que vous êtes hypertendu. C'est vrai, les chiffres sont connus quand vous avez une tension. Parce qu'en fait, en matière de tension, comme vous le savez, il y a des chiffres. Il y a un chiffre qui est au-dessus et un chiffre qui est en dessous. Ok? Alors, quand le chiffre qui est au-dessus est supérieur ou égal à 140 mm de mercure, ça va, et où, voilà, j'ai nuance très bien, et où les chiffres qui est en dessous, supérieur ou égal à 90 à 90, ok, la tension est élevée. Une tension élevée est loin d'être considérée comme une hypertension artérielle. Ce n'est pas parce que vous avez en une fois une tension élevée que vous êtes hypertendu, quoi. Si jamais on vous dit, ah mais je ne suis pas hypertendu, prélève-moi la tension. Vous venez, vous vous reposez, on vous prend une tension supérieure à 14 sur 9. Ah, maman, vous êtes hypertendu. Vous avez une tension à 16 sur 9, 16 sur 10. Non, 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 non. Un seul prélèvement, ah, papa, docteur, nous avons discuté chez nous à l'église au cours d'un séminaire. Je ne suis pas hypertendu, c'est vrai, vous m'avez prélevé la tension. Une seule fois, elle est élevée, mais ça fait suspecter l'hypertension. Je ne suis pas encore hypertendu. Ok? Donc, je veux dire quoi? Bien prélever la tension, respecter les conditions, les préalables, ok? On suspecte l'hypertension
lorsqu'on vous prélève la tension, les chiffres qui est au-dessus, on appelle la pression artérielle systolique, est supérieure ou égale à 140, et ou les chiffres qui est en dessous est supérieur ou est égal à 90. Là, on ne confirme pas l'hypertension artérielle. Vous avez une tension à 15 sur 10, 150 sur 100. Pour la première fois qu'on vous a prélevé dans un dispensaire, dans un centre médical, c'est vrai. On doit suspecter l'hypertension artérielle, on ne doit pas la confirmer. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour confirmer l'hypertension artérielle? Nous avons dit, tout le monde n'a pas cette chance de voir un cardiologue, n'a pas cette faveur, quoi. Ok? D'où l'intérêt de savoir dépister vous-même l'hypertension. Ok? Soit vous demandez un tensiomètre, tout ça pour se prélever la tension, ou vous vous rendez dans un dispensaire. Et là également, comme vous savez, il y a à boire et à manger. Les gens font parfois n'importe quoi. D'où ces petites notions sont indispensables, tout ça, pour éviter de tomber dans l'erreur. Alors, nous disons, on suspecte l'hypertension artérielle devant les chiffres que j'ai énoncés, mais ça ne confirme pas. Qu'est-ce qu'on fait pour confirmer l'hypertension artérielle? Pour confirmer l'hypertension artérielle, on fait ce que nous appelons l'automesure tensionnelle à domicile, à la maison. Ok? Bon, ça va, papa. Vous m'avez pris une tension à 15 sur 100, c'est vrai. C'est supérieur à 150 sur... c'est supérieur à 140 sur 90. Merci beaucoup, papa. Mais nous avons discuté avec notre cardiologue. Il a dit que ces chiffres-là, je ne suis pas hypertendu, étant donné que je ne suis pas connu hypertendu, même si dans ma famille, il y a des gens qui sont hypertendus, quoi. Mais je pense qu'il nous a conseillé de faire l'automesure tensionnelle à domicile. C'est quoi l'automesure tensionnelle à domicile? C'est-à-dire quoi? Vous-même, vous allez chercher un tensiomètre, vous allez louer un tensiomètre chaque matin avant de quitter le lit. Ok? C'est-à-dire, vous quittez le lit, vous vous mettez au bord du lit avant de faire quoi que ce soit. Prélevez-vous la tension artérielle les matins et les soirs également, avant de vous allonger sur le lit, prélevez-vous la tension artérielle. Ok? Vous faites ça pendant une semaine, pendant 2 semaines. Ok? Et puis après, vous allez faire la sommation. Tension, nuit, matin, nuit, matin, nuit. Vous faites la sommation. Si vous avez une valeur qui est supérieure ou égale à 135, ok? Et sur 85, là, vous êtes hypertendu. Ça va? Ce n'est pas d'emblée parce qu'on a prélevé dans un dispensaire ou dans un centre, la tension est élevée que vous êtes hypertendu. Il peut s'agir tout ça parce que vous avez été exposé à un stress également. Ok? Et puis, comme vous le savez également, beaucoup de gens, lorsqu'ils se présentent à l'hôpital, ok, ils sont stressés de voir quelqu'un porter la blouse blanche. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension de la blouse blanche. Ok? Ce n'est pas une vraie hypertension artérielle. Donc, il faut faire ce qu'on appelle l'automesure tensionnelle à domicile. C'est-à-dire, les matins, au Lamukina Tongo, avant de poser les pieds, c'est-à-dire, mettez-vous au bord du lit, posez les pieds sur le pavement, avant de marcher, vous prélevez la tension artérielle. La nuit également, avant d'aller au lit, ok, avant de vous allonger, mettez-vous sur le bord du lit, vous notez dans un cahier, matin, soir. Au bout d'un certain temps, vous faites la sommation. Si vous avez une tension supérieure ou égale, la sommation, bien sûr, la somme de vos différentes tensions, la somme de vos différents chiffres tensionnels, supérieure ou égale à 135 et sur 85, et là, vous êtes hypertendu. Ok? Nous, à l'hôpital, à part l'automesure qu'on demande, on peut faire également ce qu'on appelle la MAPA. La MAPA, c'est la mesure en ambulatoire de la pression artérielle. Donc, en fait, c'est juste la prise de la tension, quoi, avec les tensiomètres. Mais un tensiomètre un peu particulier, il est électronique. C'est-à-dire, vous avez les boîtiers des tensiomètres miniaturisés, avec des petits câbles, un brassard. Et à l'hôpital, on vous place ça, les boîtiers, vous mettez dans la poche. L'appareil, toute la journée, prélève la tension, toutes les 15 minutes. Et la nuit, toutes les 30 minutes, l'appareil prélève la tension. Ok? Généralement, vous gardez cet appareil pendant 24 heures. On appelle ça la MAPA. Mesure en ambulatoire de la pression artérielle. Ok? L'appareil miniaturisé. Donc, la journée, toutes les 15 minutes, la nuit, toutes les 15 minutes, vous restez avec l'appareil pendant 24 heures. Si l'appareil a été placé aujourd'hui à 11 heures, vous reviendrez demain à l'hôpital à 11 heures pour qu'on enlève l'appareil. Et on retire la carte mémoire, on met dans l'ordinateur. On voit l'évolution de vos chiffres tensionnels. Il y a des chiffres sur lesquels on se base, des valeurs sur lesquelles nous nous basons pour dire que la personne est hypertendue ou pas.
Mais à la cité, on peut se contenter de l'automesure tensionnelle à domicile. Parce que la MAPA, c'est payant. Ok? La méthode la plus facile pour nous, c'est l'automesure tensionnelle. Donc vous-même, vous prélevez la tension. Mais une information, dès lors que vous êtes dans un dispensaire, on vous dit déjà que la tension est élevée alors que vous n'êtes pas hypertendu. Ok? Là déjà, c'est vrai, on ne doit pas vous soumettre à un traitement, mais la vigilance oblige. Il faut déjà observer certaines mesures générales, notamment les mesures hygiéno-diététiques, dont les régimes pauvres en sel. Ah non, on m'a trouvé une tension élevée, le docteur a dit que c'est vrai, on ne commence pas un traitement avant de faire l'automesure tensionnelle à domicile, mais déjà le docteur m'a dit d'être prudent, déjà de réduire la consommation du sel. Ok? Parce que c'est vrai, ce n'est pas confirmé, mais ça peut se confirmer. Ok? D'accord. Alors, il y a des cas comme ça. Parfois, il y a des discussions qui s'élèvent dans les hôpitaux, hein, dans les centres, dans les dispensaires, quoi. On vous prend la tension à 20. Vous n'allez pas dire que le docteur m'a dit qu'il faut d'abord confirmer par la MAPA, par l'automesure tensionnelle à domicile. Lorsque l'hypertension artérielle, on vous a prélevé la tension, ok, et que d'emblée cette tension, elle est sévère. Vous vous souviendrez, là, je vous ai montré un tableau avec des différents chiffres. On dit une hypertension artérielle sévère, c'est-à-dire on vous trouve une tension qui est supérieure ou égale à 180 pour le chiffre qui est au-dessus et supérieure ou égale à 110 pour le chiffre qui est en dessous. Ok? Lorsque dans un dispensaire ou dans un centre médical ou même dans un hôpital, on vous prélève la tension est élevée, vous n'êtes pas hypertendu, d'emblée vous avez une hypertension artérielle sévère, épargnez l'équipe soignante de certaines discussions inutiles, quoi. Ok? Dans ces cas, ça veut dire quoi? En cas d'hypertension artérielle sévère, il faut d'emblée commencer par un traitement. Ok? Donc il ne faut pas condamner la personne. Ah, j'ai commencé le traitement parce que vous avez d'emblée une hypertension artérielle sévère. Vous voyez, hein? C'est important également, ça nous épargne, cette information vous épargnera également de certaines discussions. Non, on m'a dit comme ça, il faut d'abord faire l'automesure tensionnelle à domicile. Dans certains cas, dont le personnel soignant a le droit de commencer d'emblée les traitements lorsqu'il est en face de quelqu'un qui n'est pas hypertendu, mais qui présente d'emblée une hypertension artérielle sévère. Sévère, ça veut dire supérieur ou égal à 180 pour les chiffres qui est au-dessus, supérieur ou égal à 110 pour les chiffres qui est en bas. J'ai parlé de la MAPA. Alors, une fois maintenant, l'hypertension artérielle, on vous a prélevé la tension, ou vous êtes prélevé la tension, dans la famille, quelqu'un vous a aidé à prélever la tension, et la tension a été élevée. Deuxièmement, c'est-à-dire vous avez suspecté l'hypertension. Et deuxièmement, vous avez quand même fait l'automesure tensionnelle à domicile. Quand vous faites la somme supérieure à 135, pour les chiffres qui sont au-dessus, est supérieur à 85 pour le chiffre qui est en dessous. Ok, donc la pression artérielle systolique est supérieure ou égale à 135. La pression artérielle diastolique est supérieure ou égale à 85. Ok, donc vous confirmez l'hypertension. Que faire dans ces cas? Quand l'hypertension est confirmée, ok, la sagesse oblige, il faut dans ces cas consulter un médecin. Ça va? Donc ce n'est pas nécessaire de consulter un cardiologue. Déjà, les premiers traitements peuvent être initiés par un médecin généraliste. Vous consultez un médecin, je pense que c'est la personne la mieux placée pour initier un traitement, pour commencer un traitement de l'hypertension. Les traitements, c'est important, nous avons dit. Donc, pour éviter les complications de l'hypertension, nous avons dit certains sont potentiellement mortels. Nous avons dit l'hypertension, elle est meurtrière par des complications qu'elle peut entraîner. Pour éviter, il y a l'une des mesures, l'une des façons, il faut commencer le traitement. Ok? Donc, quand l'hypertension, vous l'avez confirmé, il faut maintenant aller voir les médecins. Et c'est la personne la mieux placée pour initier un traitement. Ok? Également pour vous communiquer, disons, le diagnostic de l'hypertension artérielle. Vous savez, parfois, il y a des gens qui sont tellement fragiles. Le simple fait de lui communiquer que vous êtes hypertendu, il peut faire une dépression. Ok?
Donc, les médecins, c'est la personne la mieux placée pour vous préparer par rapport à cette nouvelle maladie qui a été diagnostiquée dans votre vie. Ok? Donc, voir le médecin qui va vous préparer, qui va vous donner certains conseils, que le traitement de l'hypertension, ce n'est pas une fatalité. La fatalité, lorsqu'on vous découvre que vous êtes hypertendu et que vous ne prenez pas les médicaments. Parce que dans ce cas, vous vous exposez au risque de faire des complications associées à cette maladie. Ok? Donc l'hypertension artérielle, prennent des médicaments. Du reste, 80% des personnes dans nos familles ont l'hypertension artérielle. Il n'y a aucune raison de refuser le traitement de l'hypertension artérielle. C'est vrai, il y a certains médicaments qui sont émaillés des complications, mais ce sont des complications qu'on peut si facilement gérer. Ok? Donc lorsque le diagnostic est confirmé, il faut voir le médecin qui va vous aider par rapport à l'acceptation de ces diagnostics et par rapport également à l'initiation d'un traitement. Et puis également, les médecins, son importance sera, est-ce qu'il s'agit d'une hypertension artérielle secondaire, il s'agit d'une hypertension artérielle essentielle? Point d'interrogation. Vous avez, je vous dis, il y a une triste histoire. J'ai un ami également qui est médecin, c'est un urgentiste, il a été formé en France. Et pendant son absence à Kinshasa, il y a sa maman qui a commencé à faire l'hypertension artérielle. Et cette maman a été vue par un professeur au campus. Et cette maman avait à l'époque 55 ans. Ok? Et les profs s'est dit sûrement que village, c'est une hypertension artérielle qui est essentielle. Je vous ai dit souvent, cette hypertension secondaire apparaît avant 30 ans. Mais attention, il y a des gens qui traînent des chiffres tensionnels élevés. Il est là, il se promène, c'est comme si de rien n'était, mais pourtant il est hypertendu. Quand vous mesurez, il a la tension élevée. Tout simplement, comme j'ai dit, on n'a pas la culture de consulter le médecin. Il y a des gens qui marchent, qui traînent, qui gardent des chiffres tensionnels élevés. Ce sont des hypertendus méconnus. C'était le cas de la maman sûrement. Donc à 55 ans, pour avoir présenté des céphalées, il consulte un professeur au campus. J'ai dit non, regardez l'âge, c'est une hypertension artérielle qui est héréditaire, quoi, essentielle. Et le professeur a commencé directement à prescrire les médicaments. Ok? Et dans l'évolution, malheureusement, la maman a fait une insuffisance rénale. Et là, tiens, elle fait une insuffisance rénale, complication de l'hypertension. Dans ce cas, il faut faire une échographie quand même du ventre. On fait l'échographie du ventre, on s'est rendu compte que cette maman avait une sténose des artères rénales. C'est-à-dire, il y a des tuyaux, des artères qui amènent du sang au niveau du cœur. Ces artères étaient rétrécies. Ok? Donc cette sténose-là, c'était la cause de son hypertension artérielle. Cette maman, elle a des enfants qui sont aux États-Unis, des enfants qui sont également en Europe partout. Donc elle est mieux placée, elle a des moyens pour prendre son avion, aller se faire soigner en Europe. Cette maladie, ça se soigne. C'est vrai, chez nous, ça ne se soigne pas. Mais ailleurs, ça se soigne. Ok? Je vous dis franchement, c'est malheureux. Elle a fait une insuffisance cardiaque. Et cette insuffisance cardiaque, elle était déjà au stade terminal. Les stades liés à une mortalité élevée. Et comme ça, ils ont initié la dialyse et finalement, on l'a perdu. Ok? D'où l'intérêt de voir un médecin. Le médecin, c'est vrai, va vous aider à accepter les diagnostics et initier un traitement. Et il va aussi rechercher les causes de l'hypertension artérielle secondaire. Ok? Donc, si vous partez à l'hôpital, je suis hypertendu, docteur, est-ce que l'hypertension est-elle chez moi héréditaire, essentielle ou secondaire? Donc, une façon d'inciter les médecins à demander les bilans pour rechercher les causes secondaires, les maladies dans votre corps qui peuvent donner l'hypertension, lesquelles maladies, comme nous avons dit, quand c'est découvert, quand c'est identifié, on les soigne et là, l'hypertension disparaît. Vous voyez? Donc, c'est important, lorsque c'est dépisté, oh non, il ne faut pas tout le temps aller au dispensaire, c'est de l'acidique, c'est un boy. Non, non, non. Allez, voyez un vrai médecin, ok, qui va vous aider à accepter les diagnostics, qui va vous faire quelques conseils, ok, et puis également qui va initier un traitement, et celui-ci va également se poser la question, est-ce que l'hypertension est-elle essentielle ou secondaire? Si c'est secondaire, et s'il s'est confirmé, on va soigner la maladie, et dans le futur, vous n'aurez plus l'hypertension artérielle. Okay. Alors, je disais, c'est important, quand on diagnostique l'hypertension artérielle, il faut voir un médecin. Le médecin va chercher, va se poser la question s'il s'agit d'une hypertension essentielle ou secondaire. Le médecin également va rechercher les autres facteurs de risque associés à l'hypertension. Nous avons dit le traitement de l'hypertension, on ne doit jamais se limiter à soigner les chiffres tensionnels. Ok?
Donc il faut que ce soit un traitement global, un traitement également qui tient compte des autres facteurs de risque cardiovasculaire. Les médecins, comme j'ai dit tantôt, vont chercher, est-ce que maman n'est pas diabétique? Fais-moi un peu la glycémie. Est-ce que maman n'a pas eu l'excès de cholestérol? Fais-moi un peu le taux de cholestérol. Okay? Est-ce que maman n'a pas de taux d'acide urique? Fais-moi un peu ça. Maman, est-ce que vous fumez? Est-ce que vous prenez de l'alcool? Okay? Va vous poser également un certain nombre de questions. Okay? Donc on soigne l'hypertension, on soigne également les autres pathologies qu'on appelle les facteurs de risque qui marchent avec l'hypertension. Ces facteurs, lorsqu'ils ne sont pas soignés, également, ça peut en fait constituer une résistance. Ça peut faire en sorte que les traitements ne soient pas efficaces. Et même si tout ça, on arrive à équilibrer la tension, mais étant donné que ces facteurs ne sont pas soignés, ça peut également favoriser l'évolution vers certaines complications. Et puis également, l'intérêt de voir aussi un médecin, c'est quoi? Un médecin, nous avons dit, il donne les conseils, il va initier un traitement, il recherche également, si c'est une hypertension artérielle secondaire ou essentielle, nous avons dit, les médecins également vont rechercher les autres facteurs de risque cardiovasculaire, mais les médecins peuvent se poser la question. Comme j'ai dit tantôt, il y a ce qu'on appelle les hypertendus qui sont méconnus, des gens qui se promènent avec des tensions très élevées. Les médecins, non, mais peut-être la maman, son hypertension, c'est depuis longtemps qu'elle a ça. Parce qu'en fait, plus l'hypertension a duré, plus la personne également a les risques de faire les complications. Surtout si l'hypertension n'a pas été suivie, n'a pas été soignée, n'a pas été équilibrée. Okay? Donc, en fait, le médecin également va demander un certain nombre d'examens pour rechercher déjà les retentissements, comme nous disons, les complications de l'hypertension artérielle. Généralement, un docteur, voilà, d'abord, il vous pose des questions cliniquement. Comment vous allez? Est-ce que vous avez des maux de tête? Est-ce que vous mobilisez bien vos membres? Ça, il recherche ici un rapport avec un AVC. Est-ce que vous voyez très bien? Est-ce que vous respirez bien? Parce que l'hypertension, ça peut gêner la respiration. Okay? D'abord, cliniquement, il vous pose un certain nombre de questions. Est-ce que vous n'avez pas de douleurs à la poitrine? Parce que l'hypertension, nous avons dit, ça peut donner l'infarctus. Donc, les médecins déjà, ils cherchent les complications de l'hypertension artérielle. C'est important. Lorsque la complication est découverte, on doit soigner l'hypertension, on soigne les autres facteurs associés, il faut également soigner les complications. Donc, c'est comme ça. Donc, dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Les médecins vont rechercher les complications en posant certaines questions et puis en demandant certains nombre d'examens. Il peut vous demander, ah docteur, j'ai une vision floue. Okay? J'ai une perception de mouches volantes. Ah non, ça va, fais-moi un fond d'œil. Parce que l'hypertension, attention, ça peut occasionner, donner la cécité. On peut perdre la vue à cause de l'hypertension artérielle. Ok? Donc les médecins, ah, fais-moi ça. Il va demander un fond d'œil. Ah ben docteur, oui, j'ai du mal à respirer. Systématiquement, d'ailleurs, nous, en médecine, à l'hôpital, ah, fais-moi un ECG. Un électrocardiogramme, un examen qui permet de voir si la personne n'a pas, disons, des anomalies à l'ECG en rapport avec la cardiopathie ischémique, l'infarctus, ou n'a pas des anomalies en faveur avec une cardiopathie hypertensive. Ça va, quand l'hypertension touche le cœur, nous avons dit, ça peut boucher les artères qui amènent du sang au niveau du cœur qu'on appelle les coronaires. L'hypertension, ça peut occasionner aussi l'épaississement des parois du cœur, donc les parois qui vont devenir trop musclées. Et tout ça, les médecins vont demander l'ECG, vont demander l'échographie cardiaque, mais également les bilans sanguins. Ah, il faut voir un peu l'état des reins. Il va demander l'urécréatinine, voir comment fonctionnent vos reins. Parce que les traitements c'est une maladie méchante, meurtrière, mais cette maladie tue par ses complications. Alors, au niveau du cœur, quelles sont les complications? J'ai dit, peut entraîner une cardiopathie ischémique, c'est-à-dire les cholestérols peuvent, l'hypertension, j'ai dit, occasionne des plaies au niveau de la couche la plus interne des artères. Ok?
Ces plaies, en fait, peuvent être provoquées au niveau des artères qui mènent au niveau du cœur et favoriser la pénétration des graisses dans ces artères. Et à la longue, parce que les graisses vont continuer à pénétrer à la longue, ça peut occasionner une obstruction. Et si c'est bouché, et même si l'obstruction n'est pas complète, ok, déjà lorsque l'obstruction est autour de 70%, ok, la personne déjà peut acquiser des douleurs thoraciques, peut avoir du mal à respirer. Donc l'hypertension au niveau du cœur donne ce que nous appelons la cardiopathie ischémique. L'hypertension, je l'ai dit tantôt également, donne ce qu'on appelle la cardiopathie hypertensive, donc une hypertrophie ventriculaire gauche. Ok, je vous épargne des mécanismes par lesquels l'hypertension donne, c'est trop scientifique. Donc l'hypertension au niveau du cœur peut occasionner l'obstruction des artères qui amènent du sang au niveau du cœur et donner la cardiopathie ischémique. Et l'hypertension, nous avons dit également, peut favoriser, faire en sorte que les différentes parois cardiaques soient plus musclées. C'est ce que nous appelons l'hypertrophie ventriculaire gauche. Pourquoi c'est important? Ce sont des pathologies qui sont en fait, qui peuvent occasionner également, qui peuvent donner la mort. L'infarctus, lorsque les cholestérols se fixent, se placent au niveau de la couche interne. J'ai dit, parfois l'obstruction n'est pas complète. Ok? L'obstruction n'est pas complète, mais la personne aura des douleurs thoraciques. La personne également aura du mal à respirer, sera fatiguée. Mais curieusement, si au lieu que la personne soit soignée, continue à garder des tensions très élevées, ok, l'hypertension également, sur ces plaques qui étaient déposées, peuvent également léser ces plaques, léser la paroi. Et dans ces cas, il y a ce que nous appelons, ces parois vont exprimer les molécules d'adhésion, des ICAM et des FECAM. Les plaquettes viendront se fixer à ce niveau-là. Obstruction britale, c'est ce qui donne l'infarctus du myocarde et les mortels. Surtout dans les contextes qui est le nôtre. Si vous faites un infarctus du myocarde, vous avez plus de chances de mourir, plus de risques de mourir. Alors, si l'hypertension artérielle, la cardiopathie ischémique également, l'hypertrophie ventriculaire gauche, les deux pathologies peuvent évoluer vers la cardiomyopathie dilatée. Donc, c'est-à-dire, à la longue, si ce n'est pas soigné, le cœur va se gonfler, ok, et puis le cœur devient fainéant, ok. Donc, le cœur devient fainéant, va se contracter faiblement et dilater. Et cette maladie, généralement, ça peut donner une mort subite. Et quand le cœur devient trop fainéant, qu'est-ce qui se passe? Il peut ça. Donc ça, cette pathologie, cette évolution peut occasionner donc la survenue brutale de ce que nous appelons des troubles de rythme au niveau du cœur. Et la personne meurt. Ok? Sous d'autres cieux, il y a des traitements spécifiques qu'on place quand la personne fait une cardiopathie dilatée, et surtout si la force contractile du cœur devient inférieure à 35%. Alors, nous avons également au niveau des vaisseaux des complications au niveau des vaisseaux. L'hypertension, ça abîme aussi les vaisseaux sanguins, les tuyaux qui amènent du sang dans les différentes parties du corps. Donc, nous, en médecine, nous disons, au niveau des membres inférieurs, ça peut boucher les artères des membres inférieurs, comme j'ai dit précédemment ici, il n'y a pas longtemps. Et la conséquence, les parties les plus distales, au niveau des extrémités, ces parties ne vont plus bien recevoir de l'oxygène, ne vont plus bien recevoir du sang. Et la conséquence, à la longue, ces parties seront nécrosées, seront abîmées. Et les traitements dans ces cas, il faut amputer. Donc certaines personnes que vous voyez disent que voilà, j'ai été amputé à l'âge adulte, tout simplement c'est à cause de l'hypertension. L'hypertension, ça, on appelle ça les aomies, donc, ou les artérites des membres inférieurs. L'hypertension peut donner l'anévrisme. Donc au niveau des vaisseaux, toujours au niveau du cœur, ça peut occasionner des dilatations de ces vaisseaux-là. Quand un vaisseau est dilaté, le risque de rupture est là aussi. Ok? Un anévrisme, quand ça se forme au niveau du cerveau, quand ça éclate, le sang se déverse dans le parenchyme. Ça donne ce qu'on appelle l'AVC hémorragique. Donc nous avons dit au niveau du cœur, au niveau des vaisseaux, il y a aussi des complications au niveau du cerveau. C'est que nous disons les AVC. Il y en a des deux types. L'AVC ischémique. Dans ces cas, ce sont des plaques de cholestérol, les plaques de graisse qui bouchent les artères. Okay? Et la partie qui est en aval, la partie tributaire de cette artère, la partie qui dépend de cette artère, sera privée de la nourriture, sera privée de l'oxygène, et cette partie va mourir. Okay?
Donc quand ça donne l'AVC, quand on fait l'AVC, on a 50% des risques de mourir. Regarde là, l'hypertension, c'est que l'hypertension peut donner. Vous avez déjà appris dans nos familles, vous le savez, dans beaucoup de familles ici, des gens ont fait des AVC, n'est-ce pas? La cause, c'est dit, ce n'est pas seulement l'hypertension qui donne l'AVC, mais la cause la plus importante, la cause la plus fréquente, c'est l'hypertension artérielle. D'où l'intérêt aujourd'hui de vous sensibiliser sur cette maladie et également éventuellement vous montrer comment éviter la survenue de ces complications. Donc au niveau du cerveau, on peut faire un AVC. J'ai dit, d'AVC, il y en a de deux types. L'hypertension soit favorise le dépôt de graisse au niveau de la couche la plus interne et finit par boucher une artère. Ça, on appelle l'AVC ischémique. Soit l'hypertension, au cours d'une poussée hypertensive, la tension s'élève de façon importante et va favoriser l'éclatement d'un vaisseau dans le cerveau. Ça, le sang se déverse dans le cerveau. Et là, on fait un AVC hémorragique. Et dans tous les cas, qu'on soit en face d'un AVC ischémique ou hémorragique, donc la mortalité est là. Donc ce sont des pathologies qui sont potentiellement mortelles. Si vous n'allez pas mourir, sûrement, il y a beaucoup de gens qui s'en tirent avec des handicaps. Il y a des gens qui deviennent en fait des paralytiques. Il y a des gens qui perdent la vision aussi. Il y a certains également qui perdent le langage. Ok? Donc, les AVC au niveau du cerveau. Alors, au niveau des reins, nous avons parlé, c'est l'insuffisance rénale. Ça, en résumé, au niveau des reins, donc ça peut donner l'insuffisance rénale. Effectivement, l'insuffisance rénale également, c'est une maladie dans les contextes qui est le nôtre. Il faut dire franchement, on n'a pas un plateau technique suffisant pour faire face à l'hypertension, à l'insuffisance rénale, et surtout lorsqu'elle est avancée. Vous savez, l'insuffisance rénale, lorsqu'elle est chronique, les traitements, on fait quoi? La dialyse. La dialyse ad vitam. C'est à vie qu'on fait la dialyse. Une séance de dialyse, vous savez, ça coûte combien actuellement? Au moins $200. Parfois, il faut faire la dialyse tous les jours. Est-ce que vous pensez que dans les contextes sociaux qui est les nôtres, on n'a pas de moyens pour supporter la dialyse chaque jour, payer $200 chaque jour? Ok? Et cette dialyse-là, elle est à vie. Ok? Et la dialyse également ne garantit pas également la survie. Quand on fait la dialyse, on peut faire certaines complications, surtout cardiovasculaires, et mourir. Donc l'hypertension artérielle peut endommager les reins, peut abîmer les reins. Et là, ça donne l'insuffisance rénale. Donc les traitements, c'est coûteux. Je ne pense pas que dans les contextes qui montrent qu'on soit à mesure de supporter la dialyse qui est ad vitam. Et le traitement idéal, lorsqu'on fait, c'est vrai, la dialyse, le traitement idéal, c'est il faut une greffe rénale. On doit vous changer les reins. Ça aussi est un problème. Ici, dans ces pays, on n'a pas encore atteint ces niveaux de changer les reins. Donc ce traitement ne se fait pas chez nous ici. En Europe, on peut changer les reins. Mais là, même en Europe, vous devez avoir un donneur. Il faut que quelqu'un accepte de vous donner les reins. Même si la personne accepte, vous devez être compatible aussi. On fait des tests de compatibilité. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu verras, une femme qui fait l'insuffisance rénale, tout ça, les maris voyagent parce qu'ils ont l'argent. Et dans l'espoir de faire la greffe rénale en Europe, les maris, tout ça, disent que ça va, je suis prêt. Ou le fils, l'enfant dit, je suis prêt à donner un rein à ma mère. Ok? On fait les tests de compatibilité, les maris, ni les enfants, ni l'enfant, dont les deux ne sont pas compatibles. Donc c'est compliqué. Même en Europe, où on peut faire la greffe rénale, ok? Il faut que vous ayez la chance d'avoir un rein. Ok? Même si la personne exprime la bonne foi de vous donner un rein pour vous sauver, mais il faut que la personne soit compatible aussi. Donc ce n'est pas évident. Le plus important, vous savez, vous comprendrez avec moi, il faut agir en amont. Il faut éviter de présenter des complications de l'hypertension artérielle, l'insuffisance rénale. Parce que si vous présentez des complications de l'hypertension artérielle, ce n'est pas évident que le traitement sera efficace. Ok? Donc, c'est pourquoi nous avons insisté sur ce séminaire. Vous parlez de l'hypertension artérielle. Rétinopathie hypertensive, tout ça, on ne va pas trop insister là-dessus. Alors là, comment éviter les complications de l'hypertension artérielle?
La réponse, elle est simple et ça saute aux yeux. Pour éviter la complication de l'hypertension, lorsqu'elle est dépistée, il faut traiter l'hypertension artérielle. L'information que je dois vous apporter, c'est un traitement ad vitam. Le traitement de l'hypertension, c'est un traitement à vie. Parce que je vois, il y a certaines personnes dans certains dispensaires, dans certains hôpitaux, non, docteur, voilà, il est hypertendu, mais depuis un certain moment, il prend ses médicaments, il a des tensions qui sont normales, hein, et du coup, on a décidé d'arrêter avec les traitements. C'est de n'importe quoi. Le traitement de l'hypertension, c'est un traitement à vie. Vous avez des tensions normales, c'est grâce à ces médicaments. C'est comme je donne un exemple à mes malades. Vous êtes un homme, vous êtes marié, vous avez une femme qui vous sert très bien, qui s'occupe très bien de vous. C'est grâce à elle que vous êtes stable dans la vie. Donc si vous osez tout ça, de faire n'importe quoi, de la répudier, tout ça, vous allez subir les conséquences. Ok? Donc vous êtes hypertendu, vous prenez des médicaments, vous avez une tension normale. Oh non, arrête le traitement parce que vous avez des tensions normales. Non, il ne faut plus jamais accepter ça. Le traitement, c'est un traitement qui est à vie. Ok? Donc il faut continuer à prendre des médicaments. Grâce à ces médicaments, que vous avez des chiffres tensionnels normaux. Alors, c'est démontré que le traitement a une grande efficacité sur la prévention des complications. Le traitement permet d'éviter les complications, a une grande efficacité également sur la mortalité totale et sur la mortalité cardiovasculaire. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui est hypertendu et qui est en fait docile, qui respecte les recommandations médicales, à qui on a prescrit les médicaments, qui prend bien ses médicaments, ok? Chez cette personne a moins de risques de faire les complications de l'hypertension artérielle. Cette personne a moins de risques également de mourir parce qu'il prend bien son traitement. Donc ça, ce sont les études qui les ont démontrées. Donc en fait, c'est démontré que le traitement a une grande efficacité sur la prévention des complications et sur la mortalité totale et même la mortalité cardiovasculaire. Donc en fait, celui qui prend bien ses médicaments, qui respecte les instructions médicales, donc en fait réduit les risques de faire les AVC, réduit les risques de faire la cardiopathie ischémique, réduit les risques de faire l'hypertrophie ventriculaire gauche, réduit les risques de faire la cécité, réduit les risques de faire l'insuffisance rénale. Donc, comme nous avons dit tantôt, les traitements ne doivent pas être arrêtés sous prétexte que les chiffres se sont normalisés. Ça, nous avons déjà expliqué. Les traitements doivent prendre en compte les autres facteurs modifiables. Nous avons dit que les traitements de l'hypertension, on ne se limite pas seulement à baisser les chiffres tensionnels, mais également chercher d'autres conditions également qui donnent des complications, comme la consommation excessive de sel. Ok? Ça, c'est un. Parce qu'en fait, vous savez que nous avons une mauvaise habitude de consommer excessivement de sel. Okay? En temps normal, une personne en bonne santé consomme au moins 12 grammes de sel. Okay? Lorsqu'on fait l'hypertension, parce qu'en fait, les régimes sans sel strict n'existent pas. Lorsqu'on fait l'hypertension, il est recommandé de consommer au moins 3 à 4 grammes de sel. Ce n'est pas qu'il faut rajouter du sel dans les aliments. Tout simplement, il y a certains aliments naturellement qui contiennent du sel. Les légumes que nous mangeons, même le pondou, contiennent du sel, n'est-ce pas? Mais la viande, même les poissons contiennent du sel. Donc même si vous ne mettez pas du sel, naturellement, il y a des aliments qui vont vous apporter du sel. Ok? Donc en fait, parce que nous avons été mal habitués de consommer excessivement le sel, n'est-ce pas? La consommation, tout ça, c'est nuisible, ça nuit à la santé. Ok? Nous avons été mal habitués. Donc l'organisme en principe, parce qu'il a aussi besoin du sel pour faire pour travailler, pour ses réactions. Il y a quelqu'un qui me dit, mais docteur, vous m'interdisez tout ça de réduire la consommation du sel. Mais le sel, c'est important pour la santé. L'organisme aussi en a besoin, bien sûr. L'organisme en a besoin, pas trop. 12 grammes, au-delà de 12 grammes, quand vous rajoutez, non, ce n'est pas intéressant. Nous mangeons la charcuterie qui apporte suffisamment de sel, ce n'est pas bien aussi. Ok? Donc, pour l'organisme, pour ses réactions, n'a besoin que d'une petite quantité de sel, 3 à 4 grammes par 24 heures. Ça suffit. Et ce n'est pas qu'on rajoute des aliments naturellement, eux-mêmes nous apportent du sel. Alors,
Alors, nous avons dit, lorsqu'on soigne l'hypertension artérielle, on va se répéter, c'est pour réduire au maximum les risques cardiovasculaires globaux, les risques de faire les événements cardiovasculaires dans les 10 ans. Un peu trop, docteur. Quels sont les chiffres? Parce qu'il est problème, nous avons affaire aux chiffres ici. Docteur, on prend les médicaments. En principe, une bonne tension, c'est combien? Je suis hypertendu, je prends des médicaments. Lorsque vous prenez les médicaments, ok, c'est vrai, hein? Les chiffres à obtenir lorsque ce soit l'hypertension, c'est au cas par cas. Donc, l'objectif tensionnel, l'objectif par rapport aux chiffres à atteindre lorsqu'on soigne l'hypertension, chez les diabétiques, chez l'insuffisant rénal, ok, chez quelqu'un qui n'a pas de facteur cardiovasculaire, l'objectif c'est différent par rapport aux chiffres à atteindre. Mais d'une manière générale, lorsqu'on soigne, il faut être en dessous des 135 sur 85. Donc il ne faut jamais se réjouir quand on soigne la tension. Ah, ma tension, je soigne là, j'avais des 160, 170, maintenant j'ai 150, j'ai 140. Il ne faut pas se réjouir. Aussi longtemps que vous avez des chiffres au-delà de cette valeur, donc vous courez les risques de présenter les complications de l'hypertension artérielle, lesquelles sont mortelles. Alors, nous parlons du traitement, nous avons dit qu'il faut soigner l'hypertension artérielle pour éviter les complications. D'abord, c'est commencer par des mesures générales. Les régimes. Donc, il est toujours important, si cela est nécessaire, de consulter un diététicien à ce qui concerne les régimes. Gloire soit rendue au Seigneur, parce que je pense que vendredi, nous avons un nutritionniste qui va passer, qui vous parlera de la nutrition et de la santé. J'ose croire qu'il va insister là-dessus pour l'édification, pour la sensibilisation de l'Église de Dieu. Alors, nous avons dit, les mesures générales également, il faut perdre du poids. Quand on est hypertendu, tout ça, et que votre hypertension est associée à une obésité, il est conseillé de perdre du poids. Le fait seulement de perdre du poids, parfois, ça suffit pour normaliser les chiffres tensionnels. Nous avons dit tantôt, il faut un régime pauvre en sel. Il faut un régime pauvre en sel. Réduire la consommation de sel. Ça veut dire quoi? Éviter la charcuterie comme nous avons dit. Éviter de rajouter les sels dans les aliments. Ok? Éviter les boîtes de conserve. Tout ce qui est boîte de conserve, pour une bonne conservation, tout ce qui est boîte de conserve contient du sel. Que la boîte soit en métal, que la boîte soit en verre ou en plastique. Donc pour une conservation, on y met un peu du sel. Ok? Donc un hypertendu en principe doit s'abstenir des boîtes de conserve. Ok? Doit s'abstenir de rajouter du sel dans les aliments de façon à réduire la quantité du sel consommé par 24 heures. Ok? Il faut augmenter la consommation des fruits et des légumes aussi. C'est important, ça nous apporte des fibres aussi. Il faut diminuer la consommation des graisses saturées, des graisses d'origine animale. Nous avons dit ici les complications de l'hypertension. Parce qu'en matière de cholestérol, vous avez des bons, comme vous le savez, et des mauvais cholestérol. Ce sont des mauvais cholestérol qui pénètrent dans la paroi des vaisseaux. Ok? Mauvais cholestérol, généralement, ça provient d'où? En consommant la graisse animale. Donc, éviter la consommation de graisses saturées. Il faut réduire la consommation d'alcool. Ça, chez nous, pas question. Nous, les chrétiens, on ne boit pas de l'alcool. Hein? Je pense de passer là, on va insister là-dessus. J'ai dit tantôt ici, la bière, ça nous apporte de l'alcool. C'est vrai, l'organisme a besoin de ça pour ses réactions, pour son fonctionnement. Mais l'alcool, on peut prendre ça ailleurs. Comme j'ai dit tantôt, comme en prenant des maïs. Les maïs apportent de l'alcool.
Et vous, en tant que chrétien, quand vous prenez de l'alcool, tout ça, vous savez, la tendance, nous avons une tendance à l'exagération. Vous allez exagérer. Et puis également, vous savez, comme j'ai dit, vous risquez d'être une pierre d'achoppement pour les autres. Ça va? Donc évitez. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Et puis également, en matière d'hypertension, également, la pratique de l'activité physique, c'est important aussi. Ok? L'activité physique, surtout lorsqu'elle est régulière, ça contribue à baisser la tension. On ne vous demande pas de faire les karatés, on ne vous demande pas de faire les judo. Chez nous, surtout, la marche d'endurance. Donc, c'est-à-dire marcher pendant 30-45 minutes, 3 fois par semaine, c'est largement suffisant et cela pourra vous aider à baisser votre tension. Et également, nous avons dit, ça on va se répéter, il faut, si jamais vous avez un frère qui est hypertendu, qui fume, il doit arrêter de fumer. Si vous êtes diabétique, il faut traiter les diabètes. Et puis traiter également l'excès de cholestérol. Alors, qu'est-ce que nous, en conclusion, nous disons, l'hypertension artérielle, c'est une maladie cardiovasculaire la plus fréquente, une maladie chronique. Okay? Cette maladie est associée à une mortalité élevée. Morbidité, c'est-à-dire associée à beaucoup de complications. Okay? Associée également à la mortalité. Donc, les risques de faire les complications lorsque vous avez l'hypertension et que l'hypertension n'est pas soignée est trop importante et les risques également de mourir est trop élevé. Éviter l'apparition des complications de l'hypertension passe obligatoirement par les traitements incluant les mesures générales, les traitements médicamenteux ainsi que celui des autres facteurs cardiovasculaires et les traitements des complications. J'ai dit et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et nous avons laissé le docteur faire son exposé sur l'hypertension artérielle et comment éviter ces complications. Normalement, chaque intervenant a 1 heure. Nous l'avons donné au-delà d'1 heure parce que le sujet est un sujet qui intéresse tout le monde, n'est-ce pas? Comme le docteur a dit, nous avons autour de nous parents, amis qui ont ce problème, qui peut-être vous-même, je sais même dans l'église, beaucoup ont ce problème d'hypertension artérielle. Alors, est-ce que je peux voir, il y a des gens qui ont des questions à poser au docteur? Voilà. J'aimerais que ce soit des personnes qui vivent ça. Vous avez connu un cas, tout cela, si pas personnellement, pas des questions qui viennent comme ça. Hein. Donc, j'aimerais surtout que ce soit des personnes adultes. Hein. Je vois Papa Deogracia. Si on peut apprêter un micro. Une deuxième personne qui va approcher. Voilà. Ok. Maman, venez. Je ne vous vois pas très bien. Voilà. Approchez. S'il vous plaît, montez, papa. Merci, pasteur, pour la parole. Je veux parler peut-être avec émotion parce que hier, un collègue est venu l'après-midi
cherché un bon pour aller à l'hôpital. Il y a quelque temps, il a fait l'AVC et nous savions qu'il était hypertendu. Après avoir retiré le bon, on a échangé avec lui, il était normal. Mais on nous apprendra qu'à 3 heures du matin, il a rendu l'âme parce qu'il a fait une crise. Vous avez si bien dit qu'il y a beaucoup de facteurs que j'appelle opportunistes. Mais ma préoccupation est de savoir quel est le temps que prend une crise de ce genre-là pour arriver à la mort. Ça, c'est la première question. La deuxième question est que nous sommes dans un pays où tout est difficile, si vous voulez. Tout est difficile. Et actuellement, il y a beaucoup de charlatans qui prétendent soigner cela. Est-ce que l'ordre de médecins s'est-il déjà penché sur la question pour arrêter ces charlatans? Parce que depuis quelque temps, c'est aussi une situation qui emporte beaucoup de gens. Parfois, le pasteur dit toujours ici, si vous avez des problèmes, venez prier ici. Mais on constate que les gens écoutent difficilement. Ils préfèrent ne pas venir à l'église, ne pas aller à l'hôpital, mais aller voir quelqu'un qui n'a aucune expertise sur la question. Voilà pour l'instant les deux préoccupations. Merci. Par rapport à la première question, dans en fait le temps que prend une crise pour qu'elle donne la mort, c'est ça, Exactement. En fait, ça dépend de la zone qui est touchée. Ça dépend également de l'importance de l'AVC. Hein, papa? Quand vous gardez des tensions très élevées, ok, et cela a occasionné une rupture d'une artère dans le cerveau, ça va? Lorsqu'en fait, le sang qui se déverse dans le cerveau est important, parce qu'au finish, le sang va former un hématome. L'hématome avec compression du parenchyme cérébral. Donc le cerveau, les tissus du cerveau sera comprimé, ok, parce que l'hématome est important, et cela va occasionner ce que nous appelons une hypertension artérielle, une hypertension intracrânienne, ok. Lorsqu'en fait vous avez saigné et que le saignement est abondant, dans les secondes qui suivent, vous pouvez arrêter. Et même quand vous faites un AVC ischémique, lorsque surtout l'AVC intéresse les troncs cérébrales, ok, où vous avez les centres cardiovasculaires, les centres respiratoires, d'emblée, ça peut entraîner la mort. Donc, ça dépend de la zone qui est touchée, ok. Ça dépend également de l'importance du saignement à ce qui concerne l'AVC hémorragique. Et à ce qui concerne l'AVC ischémique, ça dépend également de l'étendue de la zone, en fait, qui est privée de l'oxygène. Dans le temps, c'est fonction de l'importance du saignement, c'est fonction également de la localisation ou fonction de la lésion, de l'étendue de la lésion. Alors pour la deuxième question, c'est difficile également. Nous tous parfois nous déplorons ces comportements. Il y a en fait les membres de nos familles, au lieu d'aller à l'hôpital lorsque en fait ils font une crise, et parfois ils prennent du plaisir à consulter les gens qui n'ont aucune expertise. Et par rapport à ça, c'est vrai, les charlatans, ils sont nombreux, mais il faut dire que dans ces pays, vous savez ce qui se passe, hein? Il y a trop d'interférences aussi. Dans cette même ville, imaginez-vous, un Congolais ne peut pas quitter ici, aller à l'étranger, aussitôt arrivé, commencer à pratiquer la médecine. Hein? Ok? Il faut que vous soyez identifié par l'ordre des médecins. Il faut également que vos documents soient examinés. Ok? Éventuellement, souvent, on doit vous faire passer des tests. Mais cela, vous voyez, il y a des expatriés qui viennent au Congo ici, hein, d'emblée, qui commencent à pratiquer la médecine, parce qu'en fait, ils ont une certaine protection. Il y a trop d'interférences. Mais l'ordre des médecins fait son travail. Et également, ici, dans nos cités également, il y a beaucoup de charlatans. Et c'est difficile aussi, vu également, en fait,
la superficie de la capitale, la superficie du pays, ce n'est pas aussi facile que l'ordre des médecins identifie également, détecte tous ces charlatans. Donc moi je pense que le plus important, nous devons agir au niveau de nos frères, au niveau de nos sœurs, qu'ils sachent, dès qu'on fait une crise, dès qu'on a l'hypertension artérielle, il faut consulter les personnes qui ont une certaine expertise en la matière. Ok. Merci. Alors la dernière question, notre sœur, montez. Mettez-vous même à côté là. Ok. Merci beaucoup, pasteur, pour la parole. Ma première préoccupation est la suivante. Si j'ai bien suivi notre frère, le docteur Tima, il a parlé de la consommation excessive de sel qui cause également, qui est l'une des principales causes de l'hypertension. Et il a enchaîné pour dire que lorsque vous consommez le sel, il faut chercher à l'évacuer. C'est vrai, il a aussi souligné que nous devons éviter de manger trop du sel. Il a donné également les quantités propices, plutôt appropriées. Maintenant, ma préoccupation est la suivante. Comment allons-nous évacuer le sel qui est déjà à l'intérieur de l'organisme? De deux, et parmi les facteurs aussi causaux, moi je m'attendais d'entendre parler de la colère et le stress. Souvent nous entendons les gens dire qu'il faut éviter la colère, il faut éviter le stress. Ici, là, je vais illustrer par un exemple d'une sœur avec qui nous avons étudié ensemble aux humanités. Elle était mariée légalement, religieusement, et ils ont eu 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Son ex-mari, si je peux l'appeler ainsi, il est même professeur à l'INIKIN. Il s'est fait que le couple avait divorcé et le monsieur est parti, il avait laissé la femme avec des enfants qui étaient encore petits, tous au niveau de l'école primaire. Et la femme est restée seule. Il a souffert vraiment pour élever ses enfants. Et il a connu ces cas-là de l'hypertension. Et un soir comme ça, il avait préparé, c'était samedi, comme le système ici à Kinshasa, on prépare souvent les pondous, les mamans le savent. Il avait préparé son pondou, les enfants avaient mangé, et elle est sortie sur l'avenue pour prendre un peu de l'air. Subitement, on est venu sur les enfants. Oh, votre maman est tombée là-bas. Elle avait senti la tête surchargée. Elle est tombée et on l'avait acheminée dans un centre ici au terminus de Lemba. À ce moment-là, ils habitaient Matete. Donc ce n'était pas leur cas. On a dû les l'acheminer aux cliniques universitaires. Et même là, le mari n'est pas passé la voir. Hein. Elle est restée comme ça. Et donc c'est la famille qui a pris tous les soins. Alors que le mari travaille là-bas, il pouvait passer pour diminuer, peut-être minimiser un peu aussi la prise en charge médicale, mais il n'a pas fait. Dieu aidant, elle s'est quand même retrouvée, elle est rentrée à la maison. En tout cas, ça ne fait même pas 5 ans passés. Elle a encore répliqué la crise. Et cette fois-ci, on dira quoi? Un jour, elle a eu à discuter avec l'une de ses filles, sa deuxième fille.
Et c'était vraiment plus grave aussi que la première. Elle avait passé au moins des semaines de coma comme ça, toujours aux cliniques universitaires. Et elle est sortie de l'hôpital, Dieu merci, vivante. Mais à l'heure où je vous parle, en tout cas, elle a perdu un peu de connaissances. Vous pouvez être là, vous bavardez avec elle. Donc, vous lui posez la question, elle vous répond à côté. Donc, bon, nous, comme on est habitué avec elle... Soyez brève. Pardon? Soyez brève, elle a compris. Bon, Okay, ouais, je suis d'ailleurs à la fin, pasteur. Okay. Voilà, c'est ça. Donc, en conclusion, ça c'était une illustration. Mais la question, est-ce que la colère, le stress, les deux là, ça n'engendre pas l'hypertension? J'ai dit, je vous remercie. Voilà. Merci beaucoup, maman, pour la question. C'est une question très intéressante. Mais là, je dois porter un rectificatif. Maman, la consommation, il y a mungwa, consommation du sel. Même le stress, la colère d'ailleurs, ça fait partie du stress aussi. Hein? Tout ça, ce ne sont pas des causes de l'hypertension. Hein? On doit préciser les choses. Mais ce sont des facteurs qui favorisent l'apparition de l'hypertension. Vous voyez, hein? Cause, nous avons dit, il y a des causes secondaires que nous avons citées. Parmi ces causes, on n'a pas le stress, on n'a pas la colère, on n'a pas la consommation excessive du sel. Ce sont des facteurs. Si jamais dans la famille, vous avez des gens qui sont hypertendus, et vous aussi, vous portez ces gènes-là. Parce qu'en fait, il faut qu'il y ait un mariage. Il y a des gens dans la famille qui sont hypertendus. Donc vous avez cette prédisposition à faire l'hypertension artérielle. Ajoutez à cela l'exposition au stress, mobile kimio. Ajoutez à cela la consommation excessive de l'hypertension. Et là, ces facteurs-là vont favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle. Ce ne sont pas des causes, mais ce sont des facteurs favorisant l'apparition de l'hypertension artérielle. Alors, à ce qui concerne les sels, la consommation du sel, vous avez dit que le docteur a dit qu'il faut éliminer les sels. Il faut également apporter un petit rectificatif là-bas. Maman, c'est pratiquement impossible. Quand vous avez déjà avalé du sel, je ne sais pas, peut-être on va introduire un doigt dans les tubes digestifs, aller retirer les sels qui étaient dedans. C'est pratiquement impossible. J'ai dit, la consommation du sel également, ça ne donne pas l'hypertension, mais c'est un facteur qui favorise l'apparition de l'hypertension. Et surtout chez les Noirs. Pourquoi? Nous avons dit, nous avons un problème, une anomalie, ça va, du transporteur de sodium. Ok? Les blancs, facilement, ils éliminent le sodium. Ok? Mais nous, les Noirs, parce que j'ai dit, après que le sodium ait fait son travail, il faut qu'il soit éliminé. L'élimination, elle est naturelle. Ce n'est pas un homme d'introduire un doigt dans son tube digestif, aller chercher du sel et l'éliminer, de sortir à l'extérieur. Mais par contre, naturellement, nous avons une anomalie génétique au niveau de nos reins. Les Noirs éliminent mal le sodium. Or, nous avons dit, le sodium, comme nous disons en médecine, et l'eau forment une unité fonctionnelle. Quand vous avez trop de sodium dans le corps, le sodium appelle de l'eau, attire de l'eau. Quand vous avez trop d'eau dans le corps, ça veut dire la quantité d'eau qui rentre au niveau du cœur également, ça sera augmenté. Quand le cœur reçoit beaucoup d'eau, la conséquence, si c'est un cœur qui est en bon état, la quantité d'eau également qui est éjectée par minute par le cœur, ça fait quoi ça? Augmente. Donc le débit cardiaque augmente. Quand le débit cardiaque augmente, parce que nous avons dit sur le plan mathématique, mathématiquement, la pression artérielle, c'est le débit cardiaque multiplié par la résistance vasculaire des vaisseaux. Quand le débit cardiaque augmente, parce qu'en fait, le débit cardiaque est directement proportionnel à la pression artérielle. Quand le débit cardiaque augmente, la tension augmente aussi. Donc la consommation du sel
ce n'est pas une cause de l'hypertension, mais c'est un facteur chez quelqu'un qui n'est pas hypertendu, mais qui dans la famille a des gens qui sont hypertendus. Cette personne a une certaine prédisposition de faire l'hypertension, étant donné qu'il porte ses gènes. S'il consomme excessivement du sel, le sel va favoriser l'apparition de l'hypertension artérielle. Je suis très touché par l'histoire que vous avez annoncée là. C'est Marie, il est méchant, effectivement. Ok, merci. Est-ce que nous pouvons acclamer? Gloire soit rendue à Dieu. Je crois qu'il y a beaucoup de questions en rapport avec ça. On connaît beaucoup de cas de personnes qui, après échange, discussion, vive discussion, après on voit que il est tombé, il a fait l'AVC, il est décédé. Et aussi, docteur, il y a beaucoup de personnes aussi qui font des crises lorsqu'ils vont se doucher. Je ne sais pas si c'est dû à quoi aussi. Il y a beaucoup qui font des crises dans la douche. Parce que se laver également, c'est un effort. Même faire la défécation, c'est un effort. Au décours d'un effort, si vous êtes hypertendu, ça peut occasionner l'élévation. Et lorsqu'on se lave surtout, ça peut occasionner également la hausse de la tension, faire une crise. Ok. C'est pourquoi on nous dit, si vous commencez à vous laver, commencez par laver les pieds. Et vous avez déjà lu ça dans les réseaux sociaux. Quand vous allez vous doucher, il ne faut pas commencer à la tête. Commencez aux pieds progressivement, vous montez. Voilà, bon. Ok, donc il y a beaucoup de questions qui restent suspendues. Est-ce qu'on peut remercier le docteur Grace Tim en acclamant? Merci. Voilà. Nous voulons rester assis et implorer la grâce de Dieu. Dieu a dit, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Et nous pouvons demander que Dieu éloigne l'hypertension artérielle, loin de nous, de nos familles, et que nous ne connaissons pas ces maladies. Élevons nos voix et prions tous ensemble.